Bonjour, bienvenue à Home Run. Patrice Groslot, propriétaire de McGill Immobilier et Engel Volkers, Copropriétaire. copropriétaire, effectivement, pour l'occasion avec Debbie Dr. Chic, mon associé et conjoint. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va très bien, c'est étrange de devoir t'interviewer ce matin. Allô, mon amour. Écoute, j'aimerais ça qu'on revienne des années en arrière, qu'on revienne, ça le fait, on a fêté le 15e anniversaire en septembre de l'incorporation de McGill Immobilier. Ouais. Comment ça a commencé tout ça, cette belle aventure-là de McGill Immobilier? Pas de nous comme couple ou nous comme parents, mais bien McGill Immobilier, notre 4e enfant. Notre 4e enfant. Ben, l'histoire elle est quand même longue, hein? On a combien de temps? Ben, je vais essayer de la Une faire. bonne heure. I'm gonna try to wrap it up. Alors, ça a commencé de manière complètement anodine et évidemment, comme tu le sais, on n'a jamais eu un plan d'affaires clair sur on s'est assis un jour, on va ouvrir une agence, on va vendre du projet, et puis, etc., etc. C'est vraiment arrivé un petit peu par accident. Moi, j'ai fait des études en Belgique, j'ai fait des études en design d'intérieur. Je suis venue au Canada en 1992 et je faisais du design. Je travaillais pour une compagnie qui s'appelait California Closet. Je faisais des rangements d'intérieur. Et j'ai rencontré une dame à ce moment-là qui était designer également et on a décidé ensemble d'acheter des petites propriétés puis de les flipper. Donc, j'étais très... Mais c'était des flips avant que ça soit la mode, là. C'était pas Oh, encore oui, la mode des flips. Vous étiez précurseur dans le domaine. précurseur dans le domaine. Si je dis qu'on a acheté un duplex à 130 000 sur le plateau, qu'on a rechangé en unifamilial sans trop de problèmes avec la ville, 130 000. Aujourd'hui, c'est le prix d'un stationnement en ville, où je pense qu'on n'est pas loin de ça. Donc, non, c'était le prix d'un duplex. On avait commencé avec ça. C'était des petites propriétés. C'était vraiment des petits flips. Puis on s'amusait avec ça. On a travaillé avec plusieurs courtiers immobiliers. On a été plus ou moins servis, on va dire ça comme ça pour rester poli. Et je me suis dit pourquoi pas aller faire ma licence. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Puis on réalisait aussi que le profit d'un flip, la moitié pouvait partir en commission. Donc moi j'étais faire ma licence. Donc j'arrive à toi dans quelques secondes, ça sera pas long. J'ai été faire ma licence et j'avais zéro intention d'avoir des clients. Quand le professeur parlait, si jamais les clients font ci, les clients font ça, moi je dis, moi, c'est vraiment juste pour acheter et vendre des propriétés. J'ai pas l'intention de travailler avec une clientèle. Et puis encore plus loin, quand le professeur parlait d'ouvrir une agence, je riais Qui fait à ça? l'intérieur. Qui ouvre une agence? C'est quoi le but? C'est ça. À cette époque-là, moi, j'étais en finance. Là, j'avais commencé à travailler euh, pour une entreprise qui appartenait à Philippe Boisclair, Ouais, qui était aussi promoteur immobilier, copropriétaire du promoteur qui s'appelait à l'époque Développement McGill. exact. Et je me rappelle, Philippe cherchait un courtier pour vendre un de ses projets dans le Vieux-Montréal. J'ai dit, ça tombe bien, Debbie vient de faire sa licence, ça serait excellente pour vendre ton projet. Et évidemment, tu avais déjà fait. T'étais petit promoteur, pas de l'ampleur d'un développement McGill. Évidemment. Et là, tu avais commencé à vendre ce projet-là, puis ça avait été un succès. Et moi, je n'aimais pas le domaine spécifique à l'entreprise pour laquelle je travaillais avec Philippe. Et là, je m'étais dit, on voulait avoir des enfants, je vais faire ma licence, comme ça, je pourrais. Ça a pris 3 mois, je pense. T'as fait ta licence 3 mois après moi. Puis bon, on a tout de suite commencé à travailler ensemble, mais ça allait tellement bien, les projets de Dave McGill à ce moment-là. On, on me jetait dans un bureau de vente, vas-y, vends. À la fin de la première semaine, ou 10 jours, j'avais fait 3-4 ventes. Ils étaient impressionnés, mais moi, je comprenais pas pourquoi, parce que tu m'as demandé de vendre, je vends. C'est quoi le problème? Non, c'est ça, parce qu'eux avaient des points de repère avec leurs équipes précédentes et tout ça. C'était... Je me souviens, là, on avait pris le projet M9 dans la cité du multimédia, là, qui était sur le bord de l'autoroute à l'époque et tout ça. Puis il y avait eu une super équipe, des pubs pleine page dans la presse, partout. Et ils avaient littéralement vendu zéro dans les premières semaines. Ouais. On était rentrés ensemble. Puis on avait vendu là, des dizaines dans les 2 premières semaines. Puis là, on avait prouvé notre point, qu'on faisait la différence et tout ça. Mais comme tu disais, on avait l'intention de faire ça à deux, Ouais. tout simplement. Et Mais il faut comprendre que dans ce temps-là, d'abord,
On n'est pas dans la même industrie qu'on est aujourd'hui. Les projets neufs, ça n'avait pas encore une grande réputation comme ça aujourd'hui. C'était pas les courtiers qui les vendaient pour la plupart. Non, c'était pas forcément des courtiers. On est un peu tombé là-dedans par hasard et on a commencé à travailler, mais on travaillait 24 heures sur 24. Il n'y avait pas les bureaux de vente qu'on a aujourd'hui. Des gros bureaux à millions avec des écrans touchscreen, avec du gros matériel marketing. Nous, on vendait ça dans... Ben, toi, tu as vendu des projets Moi, dans... j'ai eu le pire du pire. dans- Je me rappelle, j'avais vraiment les rouleaux d'architecte dans ma voiture. C'était un projet dans le village. Et j'avais réussi à vendre la moitié des unités hors Canada. Je ne sais pas encore comment, mais en faisant des scans de plans, c'était complètement hallucinant. Donc, j'avais pas de bureau de vente, pas d'outils, juste les plans d'architecte. Et là, quand les courtiers aujourd'hui nous disent mon bureau est ici et ça, je dis Oh, il me manque le quatrième visuel de l'arrière de la deuxième façade. exact. Retourne Et dans le pire bureau que et va ça, vendre. on était payé seulement à l'acte notarié. Donc, on pouvait travailler 1 an, 2 ans avec aucun revenu, aucun salaire. On prenait un risque énorme parce que si le projet ne voyait pas le jour, on avait travaillé bénévolement pendant toutes ces années-là. Non, puis je me rappelle, les premiers bureaux de vente aussi, c'était des roulottes avec du vinyle. On allait chez Ikea, on achetait des rideaux avec des punaises pour juste donner un petit peu plus d'ambiance. Tréteaux, table de verre, les plans, c'était tout. Les Puis, toilettes chimiques à moins 40 ouais. derrière. Non, c'est ça. C'était Ouais. pas les années glamour du Mm, projet de la vente et mise en marché de non, projet immobilier. c'était Mais différent. tranquillement, on a amené, je pense que, tu sais, un modèle qui existait peut-être aux États-Unis, au Canada anglais. Je pense qu'on a amené le trend. Mais encore là, c'est arrivé un peu pas par accident, mais on a commencé à travailler là-dedans tous les deux. Donc, on avait un projet, on avait des clients aussi. Et puis, fatalement, un jour, on s'est dit, mais si on veut prendre un week-end de congé ou une semaine ou peu importe, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, c'est là on s'est un petit peu décidé à partir, enfin, à engager quelqu'un. Ça nous prenait au moins une Ça personne. nous prenait une personne pour nous remplacer pendant le temps des vacances. Mais bon, là, on est toujours dans la jeunesse, c'est-à-dire les 2, 3 premières années avant de pouvoir être directeur d'agence et avoir notre propre agence. Et on est donc arrivé à un point tournant. 3 ans après qu'on a eu notre licence, on s'est fait approcher par un gros groupe, une agence, une bannière internationale qui débarquait au Canada et Mais qui... moi, ça, mais je reviendrai à McGill Immobilier. Euh, Ouais, pourquoi? mais c'est pas juste V, là. Non, mais on parle pas du tout de V. Tu parles de quoi, bannière Mais je parle de internationale? McGill. Mais, Ah! hey, tu me laisses parler? C'est mon Je pensais t'arriver entrevue. avec Engel Walker. Ah, Je dis, t'es juste l'animateur. il manque 10 ans. Non, non, on s'est fait approcher par une autre bannière que je ne Ah. nommerai pas, On va l'appeler le Blue Brand. qui voulait s'installer au Canada, et on a eu un choix à C'est vrai. faire. Merci. C'est vrai. Dis-le. T'es la meilleure. C'est un running gag de couple. Les enfants aussi sont là-dedans. Donc, on a eu une décision à faire parce que on était à veille d'ouvrir McGill Immobilier. On avait Ouais. l'idée, on voulait ouvrir notre agence, engager 3, 4 courtiers pour travailler avec nous, pour vendre des projets neufs. Et puis, il y a un gros brand qui arrive et qui nous sollicite comme les 2 premiers seuls courtiers qu'ils allaient engager pour un secteur. Ben, c'était pour l'Est du Canada, effectivement. Ouais, ils allaient avoir une agence avec maximum 12 courtiers. Ouais. Je sais pas si tu t'en souviens. Et on a dû prendre la décision, est-ce qu'on part ce brand en tant que courtier ou est-ce qu'on part notre propre agence de projet étant McGill? Bon, évidemment, vous connaissez la décision qu'on a prise. Ouais. Est-ce que c'était la bonne? Mais il y a eu un autre trigger, moi, par rapport à McGill, par exemple. C'est ça, excuse-moi, tantôt, quand je t'ai Ouais, vas-y, interrompu. excuse-toi. Mais c'est vraiment, il y avait une autre agence généraliste qui avait ouvert un bureau. Nous, on avait des bureaux, on partageait des bureaux avec Développement McGill dans, Ouais. dans le Vieux-Montréal. Partager un garde-robe. Un garde-robe, effectivement, c'était littéralement l'armoire à balai qu'on a vidé. C'était une planche de plywood avec des caisses de papier à photocopieur, puis Comme l'ordinateur chaise. était là-dessus. C'était complètement rudimentaire. Mais nous, on avait décidé à cette époque-là de mettre tout notre argent en marketing pour lancer McGill. Donc, on avait minimisé les dépenses Ouais. bureau. Et là, en même temps, il y avait un compétiteur qui a ouvert l'autre côté de la rue et qui avait pris un nom très similaire à McGill Immobilier. On les avait appelés, écoutez, vous pouvez vous appeler X projet, X condo, X condominium, parce que c'est une agence vraiment spécialisée en projet. Et ils avaient pris vraiment le nom X avec le nom McGill. Et je leur ai dit, je leur disais, changez de nom. Ils m'ont dit, écoutez, on vaut des millions, vous allez perdre de l'argent, venez travailler tout de suite pour nous avant de perdre trop d'argent.
Et là, c'était à l'époque où il y avait une émission qui s'appelait Million Questions pour un millionnaire, là, en anglais, là, et tout. Et là, j'avais dit, Is it your final answer? Et la personne m'avait dit oui. Et je lui avais répondu Game on. Et j'avais raccroché. Et là, moi, c'était mon défi, c'était j'ai un compétiteur, j'ai une game à jouer contre cette personne-là. Moi, ça avait été ça mon incitatif. Mais effectivement, après ça, on a décliné l'offre du Blue Brand. Ouais. Et là, ça a commencé. Mais c'est ça, on a décidé de faire ça. Est-ce que c'était la bonne solution? Tu sais, on en a souvent parlé. Ça s'est avéré avoir été la bonne solution ou la bonne décision, mais c'était probablement au moment où on l'a prise, ce n'était pas la bonne décision parce que on ben, aurait risque, été... rentabilité, c'était pas la C'est meilleure ça. décision. On a saigné de l'argent pendant des années avant d'être rentable. Tu peux raconter tes anecdotes de carte de crédit. Oui, parce que c'était Debbie qui gérait avec le comptable et tout. Alors, c'est moi qui arrivais à l'épicerie ou qui arrivais à la station-service et que j'arrivais pas à payer. Mais on parle de 10 d'essence, là, parce que là, je m'étais fait prendre à 50, donc je le faisais plus. Je descendais à 40, à 30. Et là, 10 et tu n'as pas 10 sur ta carte de crédit pour payer ton essence. Est-ce que tu peux me transférer? On était vraiment all-in. Ouais. C'est le cas de le dire. On a vraiment ça a tout mis, été, emprunté de l'argent à nos parents, à des ça a été long. prêts et tout ça. Puis on était imaginatifs. Et en même temps, on a flippé de l'immobilier qu'on rénovait. Oh, oui, J'ai décapé des fenêtres de maisons historiques. Donc, à travailler à temps plein sur une entreprise, en faisant de l'argent pour renflouer tout ça et tout ça, les gens, ça, c'est la portion que les gens ne connaissent pas ou qui est méconnue, ne voient pas. On a vraiment travaillé fort. Puis si on peut parler de la genèse aussi, on sait qu'on est extrêmement compatibles parce que toi, tu avais une vision que moi, j'avais pas et moi, j'avais une vision que tu n'avais pas. Donc, on a été capable de travailler ensemble à ce niveau-là. Mais ta tolérance au risque était nettement supérieure à la mienne. J'étais tellement C'est pour ça que c'est moi dans qui la gérais les gestion de risque. Moi, finances. j'étais tellement conservateur. Ouais. Mais tout était vraiment une relation avec l'argent qui était beaucoup plus gambler que moi. Moi, j'étais très, très conservateur dans la gestion de En même l'argent. temps, c'est toi qui m'as dit faudrait qu'on ait un site web. Et moi, j'ai dit site web, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Comment est-ce qu'on va nous retrouver en ligne avec un site web? Ça sert à rien. Donc, c'est sûr que le côté marketing online, Facebook, Instagram, tout ça, t'étais dessus longtemps avant moi. Tellement longtemps que je ne suis pas encore dessus. Mais donc, c'est sûr qu'il y a eu... moi, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de relations directes avec les promoteurs. Toi, c'était la visibilité de la marque, le branding, les entrevues, recrutement. Donc, on s'est vite séparés chacun. On a trouvé ce qui nous convenait. Et c'est ça aussi qui nous a permis de travailler ensemble aussi longtemps. Les gens nous demandent souvent comment vous faites pour travailler ensemble, vivre ensemble, être mariés ensemble, avoir des enfants. Mais la réalité, c'est que on pourrait pas le faire autrement. On a tellement travaillé des heures interminables. Si un de nous deux avait eu un horaire 9 à 5, ça aurait été impossible à gérer. Nos soupers sont des meetings, nos meetings sont des lunchs. On parle toujours. On est toujours baignés là-dedans, mais ça a donné ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc petit à petit, on a eu un projet, un deuxième projet, un troisième projet. Je me rappelle, on s'est fait appeler par un très gros promoteur. Est-ce qu'on nomme ou on reste un peu discret sur les noms? On peut. C'est public. Là, les promoteurs sont... on a eu un... Ben, ça s'est bien passé avec celui-là ou... Cynthia, une assistante Okay. qui appelle Patrice et qui dit bonjour, je Ouais. suis l'assistante de monsieur le président de notre compagnie. J'aimerais avoir un rendez-vous avec Patrice Groslo, le président de votre compagnie. Oui, pas de problème. Et puis donc, notre relation, évidemment, on le sait, c'est plus moi qui avais le contact avec les promoteurs et moi qui faisais les études de marché et ce genre de choses-là. Donc, on arrive au meeting avec le président qui arrive à nos bureaux et... tu n'es pas là, tu étais en retard pour je ne sais pas quelle raison, mais de toute façon, c'est moi qui étais là. Et donc, j'arrive et bonjour monsieur, comment allez-vous? Est-ce que je peux vous préparer un café? Je pars, je prépare le café, je reviens, je m'assois et je commence à parler avec. Et je vois dans sa face qu'il se dit, je comprends pas pourquoi la réceptionniste s'assoit en face de moi et me tape la conversation. Il est où monsieur Groslo? Fait que j'ai dû un petit peu expliquer que j'étais ta partenaire et qu'on allait commencer à vendre des condos ensemble. Et quand on a commencé dans ce projet-là, on était en 2011, c'est dans Griffintown. C'est dans un mur, ce projet-là. On a fait des énormes efforts. On est parti de très loin. C'était
un promoteur immobilier qui ne connaissait pas non plus le résidentiel. Donc, on a dû expliquer c'était quoi une lettre de banque, comment on faisait un lancement, comment on créait un événement, etc. On a fait tout ça pendant des mois et des mois et des mois. Et puis, on a fait un premier lancement et victoire, on a fait 12 ventes. On est hyper Ce qui contents. était exceptionnel pour l'industrie en lancement à cette époque-là, dans ces À cette années-là. époque-là. Fast forward 8 ans, 9 ans, on fait un lancement puis on a 400 ventes Ouais. au lancement. Donc, on a vraiment vécu... Mais c'est là le problème, par exemple, avec tous les courtiers on en a qui ont connu les deux mondes, qui sont Ouais. capables de se calmer dans l'effervescence actuelle. Mais quelqu'un qui commence dans l'effervescence, qui prend goût à ça, ça va être dur de retourner parce que maintenant, les marchés, les cycles se modifient. C'est sûr qu'on va passer... il va y avoir des cycles. On l'attend parce que, franchement, nous, depuis qu'on est en immobilier, on a... Pourquoi ça a tellement bien marché, McGill, par rapport aux autres pays, aux autres villes avec qui on a beaucoup discuté, qui font des projets? Tu sais, quand on se donne l'exemple de Vancouver, moi, quand j'avais été voir Vancouver, des bureaux de vente, j'avais pas été impressionnée. Il y avait rien de super impressionnant ou de super plus la innovateur Ouais. parce que ils ouvraient un bureau, puis ils étaient sold out en 24 heures, 48 heures, 2 semaines, peu importe. Donc, il n'y avait pas vraiment d'effort à faire. Nous, on a tellement fait d'efforts pour vendre des condos pendant des années. Ça fonctionnait bien, mais c'était... on faisait un lancement, on faisait 10, 12, 20, 25 ventes sur 200 condos, par exemple, et puis on faisait nos 3, 4, 5 ventes par mois, et on arrivait à être sold out à la fin d'un projet. Ce qui est ce que tu veux, mais quand tu compares Toronto, Vancouver, tu fais un lancement, tu vends 80-90% de ton projet immédiatement. Ils n'ont aucun effort à faire pour faire des ventes par la suite. Il n'y a pas le grinder, le long terme, chaque semaine, qu'est-ce qu'on invente pour faire venir du monde dans le bureau? Quelle est la promotion du mois? Donc tout ça, ça a été développé avec les années. Et bon, ça fait 15 ans qu'on fait ça, on est vraiment devenus des experts. Ah non, là-dedans. on avait eu nos parts de marché, je me rappelle. Une fois qu'on a atteint le 1 condo sur 4 dans la grande région de Montréal, on était déjà... C'est fascinant. Et là, finalement, on est arrivé en période de pandémie et on a eu 50% de parts de marché répertoriées par Altus. C'était du jamais vu. Donc, nous, ça a été phénoménal, notre réaction à la pandémie d'un point de vue projet. On s'est troussé les manches, les courtiers, tout ça. Puis, on a réussi à sortir la tête de l'eau quand tout le monde pensait que ça allait s'écrouler. Non, c'est ça. Donc, ça a été des années d'essais-erreurs, d'expérience. On a engagé du monde. Notre premier contrat avec des promoteurs immobiliers, c'était un one-pager, 4 phrases. Voici la date, le nom du projet, le pourcentage de commission, on signe en bas de la page. Aujourd'hui, nos contrats font à peu près 40 pages. Ouais. Puis c'est 40 pages d'expérience, c'est pas 40 pages pour être plus compliqué qu'il le faut. C'est dans cette situation, qu'est-ce qui arrive dans Ça telle nous arrive situation. une fois, jamais deux fois. Exactement. On en a eu des histoires moins drôles, on en a eu des très drôles. On a eu des beaux succès. On Principalement- choisit nos promoteurs, on principalement des choisit beaux nos succès. projets. Ouais. On a une bonne relation dans l'industrie, que ce soit cabinet d'architectes, financiers, constructeurs et tout. Écoute, on est assez passionnés, on a Ouais. toujours été. Mais c'est ça, et c'est là qu'après 10 ans de McGill, je l'ai dit tantôt, McGill a 15 ans, a eu 15 ans en décembre, mais autour du 10e année, il y a un gros fonds canadien qui est intéressé à acquérir McGill Immobilier et qui nous a fait réfléchir. On n'avait jamais pensé vendre McGill, c'était pas dans notre mode de pensée. Et ça ne l'est toujours pas. Ça, effectivement. Mais ça a mis un trigger de réflexion. C'est quoi la suite de McGill? C'est quoi les différentes options? Et d'avoir l'intérêt d'un joueur comme ça qui possède plein de grosses agences généralistes connues, ça nous a amené à regarder nos différentes options. Et c'est là que la réflexion Engel Volkers a commencé. Elle a commencé, mais elle a commencé aussi pour d'autres raisons. Elle a commencé pour le fait qu'on avait des courtiers qu'on formait pendant des années, qui travaillent chez nous, et puis qui un jour voulaient passer de projet à la revente, ce qui arrive. Puis c'est tout à fait normal. Et on n'avait pas de structure pour les accueillir. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est aussi la clientèle. On vendait des centaines et des centaines de condos, et une fois que les gens avaient emménagé, soit ils voulaient les revendre, les louer, ou quelques années plus tard, les revendre, les louer, ça s'en allait à la compétition, parce que nos courtiers McGill sont des spécialistes de projets neufs, ils travaillent dans des bureaux de vente, ils maîtrisent les bureaux de vente, les contrats préliminaires, les CRM, tout ce qui va avec le condo neuf. Ce ne sont pas des spécialistes de revente, et ils ne veulent pas l'être, et ce n'est pas la structure pour. Donc, il y avait la clientèle et nos courtiers qu'on voulait garder, à qui on voulait offrir une autre structure. Et c'est toi qui as
reconnu le brand. Oui, ben je l'avais vu évidemment dans la belle famille. On l'a Ouais, dit tantôt, t'es d'origine belge. belge. Alors quand j'allais en Belgique, je voyais ce brand-là. Je dis c'est le plus beau brand au monde. J'étais un gars de marketing, aussi bien en projet, mais je voyais tout ce qui se faisait. Et j'ai dit littéralement, c'est le plus beau brand, plus Mm. belle marque d'agence qui existe au monde. Et là, on a commencé à creuser un peu. On voyait qu'ils faisaient leur entrée aux États-Unis. Ils s'en venaient du côté canadien. Et on a eu la chance de rentrer au bon moment. Et de pouvoir soumissionner. Il y avait quand même, je pense, que c'était 18 groupes Mhm. intéressés, et dont certains qui valaient une fortune. On y croyait plus ou moins à nos chances de l'avoir. Mais rappelle-toi, on partait en vacances. On avait rencontré Richard Brinkley, le président canadien, juste avant, et c'était un monsieur un petit peu plus âgé. Il avait été propriétaire de beaucoup d'agences. Il avait vendu, il était parti à la retraite. Il était revenu travailler parce que ça lui manquait. Mais on le trouvait très sympathique, mais on n'était pas, c'était un anglophone un petit peu plus âgé, on est des francophones un petit peu plus jeunes, donc on n'était vraiment pas sûr de notre shot. On est parti en vacances, on attendait des nouvelles, et dernière journée avec les enfants, je vais lui envoyer un email, là, il sait pas si je suis rentrée ou pas, on rentre cet après-midi, donc je vais dire, on est rentré, est-ce que vous avez des nouvelles? Puis on est parti à la plage, je suis revenue, le téléphone avait sonné, j'ai dit, il a appelé. Il appelle pas pour dire non merci, il a appelé parce qu'il a quelque chose à me dire. Donc j'ai rappelé, puis il nous avait annoncé qu'on avait été sélectionné, que le head office avait sélectionné notre candidature, puis bon, il fallait remplir toute la paperasse et tout ça. Mais on était excités. On a fait le lancement de EV, donc évidemment, on a eu la bannière. On a fait le lancement sur Laurier. On avait invité entre 300 et 400 personnes. 500 personnes sont venues. Les gens m'en C'était parlent encore de c'était cette bar soirée-là. open, tapis rouge. C'était vraiment Je me impressionnant. rappelle, la propriétaire venait me voir. On est rendu à tel montant de Mais ben, boissons. Puis on continue. c'était 10 fois plus gros que notre mariage. C'était, on s'est pas marié dans ces circonstances-là. On s'est très bien marié à la plage. Puis on a très apprécié cette semaine de mariage qu'on a eu. Mais cet événement-là, c'était comme le Non, mariage c'est qu'on grand. n'a Les jamais gens nous en fait. parlent encore. Et là, c'est ça. Et là, ça a commencé. Et là, 10 ans, Miguel allait déjà très bien. Et là, on refinance tout. On recommence. Les millions à nouveau, à risque. On s'expose à 100%. Et là, c'est ça. Et là, ça a monté. Monté, monté. Mais 3 ans. Après 3 ans, on était déjà l'agence numéro 1 en volume devant le Blue Brand, ce que les ouais, gens ouais, pensaient mais impossible. attends, pas les gens, même Mais nous, là. Quand on a commencé, qu'on s'asseyait avec tous les gens de EV New York qui étaient là pour nous coacher, OK, qu'est-ce que vous avez besoin? Voici des tableaux. C'est quoi vos objectifs? Combien de courtiers vous devez engager? C'est quoi leur revenu? C'est quoi le nombre de transactions? Donc, on était en coaching et il nous disait, bah, d'ici l'année prochaine, vous allez atteindre tel chiffre, et d'ici l'année prochaine, vous allez atteindre tel chiffre, et dans 3 ans, vous dépassez votre compétition. J'ai fait ceux-là, ces Américains-là, ils en ont fumé de la bonne. Je pensais pas que c'était réaliste. Oublie le 3 ans, même en 5 ans ou en 7 ans. Mais C'est ça. Et là, dépasser on a et fini dépasser et ensuite dépasser de dépasser. premier des Amériques. Ouais. Et là, on pensait déjà qu'on avait comme plafonné, là, que c'était le summum. Et là, la consécration, on a terminé numéro 1 au monde. Et là, qu'est-ce que tu fais quand tu termines numéro 1 au monde une année? La seule chose à faire, c'est de terminer numéro 1 2 années de suite. Ouais. Ce qui est complètement phénoménal. Et là, on se distance de nos compétiteurs. On voit les chiffres, on les a publiés hier. On parle des positions numéro 4, 5, on parle de milliers de pourcents de plus de volume. Mais C'est vraiment une domination faut quand même phénoménale. expliquer quelque chose par rapport à la manière dont on engage les gens. Les courtiers, chez McGill, nos clients, c'est le promoteur. Donc, c'est les promoteurs qui nous ont contactés, qui nous contactent pour notre expertise au départ. Et ce qui a été dur aussi, c'était de passer à la deuxième étape. Là, je retourne un petit peu en arrière, c'est-à-dire au début, c'était nous physiquement les vendeurs. Donc après ça, quand le promoteur t'appelle, il dit, je veux te donner mon projet, parfait, on va le prendre, mais ça va être Valérie qui va vendre ton projet parce que Valérie travaille avec nous. Ça a été difficile aussi de passer de cette étape-là. Moi, je dis Mais souvent, on était plus une équipe sportive rendue là. Là, là, on engageait oui, des mais ça a pris stars du qui étaient sur temps. la glace. On était plus dans le rôle de support et tout ça Oui, mais ça a derrière. pris Puis, du temps. Ça a pris ouais. quelques années avant d'arriver à avoir notre équipe, comme on l'appelle. Mais ces gens-là, l'équipe qu'on a engagée, c'est des équipes, comme tu dis, qui devaient nous représenter sur la glace. Ouais. Donc,
Les Mais gens qu'on la sélection engageait, devenait importante. Là, exactement. On n'engageait pas juste un courtier parce qu'il était courtier puis il était capable de vendre. Il allait nous représenter et s'il faisait mal son travail, nous, on perdait les mandats avec les promoteurs. C'est notre relation qui était extrêmement importante pour nous. Donc, on n'a pas pu engager ou on ne voulait pas engager n'importe quoi. Mais ça, c'est un peu une réalité unique. L'industrie, les agences, habituellement, engagent tout le monde. Mais Tu arrives à la porte, tu engages. Nous, on recevait des milliers de mais c'est CV. ça la C'était des différence entre les centaines agences. d'entrevues. C'est exactement ça. Il y a un côté sélection et spécialisation qui n'existe pas habituellement dans l'industrie. Non, puis on était obligés et contrairement à la plupart des agences immobilières, les courtiers à l'interne ne sont pas compétiteurs. Chacun avait son projet, vendait à sa clientèle. Il n'y a pas de tu sais, je veux avoir le même mandat que l'autre. C'est tout le monde a son projet, tout le monde a sa clientèle. Donc il y a une ambiance beaucoup plus agréable et tout le monde s'entend bien. Les parties de Noël, les barbecues. Donc c'était vraiment c'est une ambiance beaucoup plus familiale. Le temps passe rapidement, mais c'est ça, là, la réalité de Engel Volkers, c'est ça, c'est que là, habituellement, il y a une compétition qui n'existe pas chez McGill, qui existe chez Engel Volkers, mais je pense qu'on a réussi à créer cette ambiance de travail-là C'est là où je m'en venais. Donc, exactement. en moins de 5 minutes. Vu que pendant 10 ans, on a eu le réflexe d'engager des gens avec qui ça allait bien fonctionner, qui allaient être performants, qui allaient bien représenter notre brand, quand on est arrivé à faire des entrevues pour EV, au départ, il y avait déjà cette mentalité qui était tellement ancrée, mais aussi le fait que on démarre dans l'industrie. Chaque personne qui va cogner une porte et qui va représenter Engel Volkers doit avoir la prestance qu'on veut, doit être capable de bien servir le client et d'être à l'image de ce qu'on veut refléter. Donc, on a continué un petit peu ce trend de McGill à EV, d'engager des gens qui allaient bien nous représenter et on n'a jamais été capable de faire autrement. C'est ça, mais souvent, les gens dans l'industrie vont dire que l'agent ne change rien. Nous, mathématiquement, on le voit. La majorité de nos courtiers ont tous doublé. Il y en a qui ont triplé. Je pense que notre cas, c'est 10 fois les volumes que la personne faisait auparavant. Fait que c'est vraiment un 50% l'agence, 50% le courtier. C'est vraiment un teamwork. Mais honnêtement, moi, deux, là. J'étais la première à... Honnêtement, j'étais la première à penser que le brand faisait pas de différence. Je pensais, oui, tu dois faire partie d'un brand parce que... Et ça représente un petit peu ce que tu veux, tu choisis, mais je pensais que ultimement, c'est le courtier en face de toi qui allait faire toute la différence, que c'est la personne... comment elle allait se présenter, comment elle allait vendre son expérience qui allait faire une différence, et plus ou moins le brand. Mais ça, c'était quand j'étais uniquement avec McGill et qu'on ne faisait pas vraiment de revente et qu'on ne voyait pas l'industrie à ce niveau-là. Mais quand on a commencé à faire de la revente, j'ai vu le nombre de courtiers qui voulaient venir parce qu'ils cherchaient un brand international avec une visibilité internationale, parce que leurs clients voulaient ça. On a des courtiers qu'on avait en entrevue qui nous disaient « Vous n'avez pas besoin de me vendre l'idée de la bannière internationale. Je veux juste savoir c'est quoi, comment vous fonctionnez. » Le nombre de gens qui nous ont dit, des clients, « Je ne travaillerai plus jamais avec une agence que je nommerai pas, mais qui est très, 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 très grosse, parce que j'ai eu une mauvaise expérience. » Ils ont 5000 courtiers, ils ne sont pas tous pareils. Donc, la clientèle qui ne travaille plus avec un brand parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience, ou un client avec beaucoup d'expérience en immobilier qui engage quelqu'un plus ou moins performant, tout simplement parce qu'il est dans une bonne bannière. Donc, j'ai vraiment réalisé que la bannière fait une énorme différence. Mais là, aujourd'hui, on arrive, on a 100 000 personnes qui nous suivent, les deux brands, sur les médias sociaux, ce qui en fait les agences les plus suivies au Québec. Déjà, en juin, on avait déjà fait nos chiffres de octobre l'année passée. Donc, on s'enligne sur une autre année record. Donc, ça monte. On a deux des 5 courtiers qui sont dans le top 16 000 au Québec qui sont chez nous. Une surreprésentation dans le top 100. On a la plus haute moyenne de commissionnement par courtier. Il y a quelque chose qui fonctionne. La recette fonctionne, la magie fonctionne. Mais je pense que c'est ça. Je pense que notre force, c'est vraiment d'avoir sélectionné des gens. C'est les Nations Unies, c'est hommes-femmes, tout groupe d'âge, religion, orientation. Mais il y a vraiment un pattern de personnalité qui crée cette espèce d'ambiance d'équipe. Et bravo à toi, bravo à nous. Et bravo à tous nos courtiers, puis à toute notre équipe de support. On est rendu une belle famille de plus de 200 personnes. Et on aime ce qu'on fait, puis ça va excessivement bien. Je pense que oui. Qu'est-ce qu'on se souhaite? Pour moi... Mais ça, pour la petite anecdote, souvent les gens dans l'industrie du courtage ont tendance à monter les agences pour les mettre belles, pour les revendre, pour les flipper à des fonds, et ainsi de suite. Nous, c'est pas du tout notre vision. Toutes les franchises d'Engel Volkers dans le monde sont des franchises de 10 ans.
Il y a seulement 2 franchises qui sont pas 10 ans dans le monde. Il y a Mallorca en Espagne Mm. et il y a nous. Moi, genre, on a acheté des franchises de 30 ans. On est là pour le long terme. On a 3 enfants. On espère qu'ils viendront travailler en comptabilité, en design, courtage, peu importe ce qu'ils voudront faire. Mais ta sœur travaille chez nous. Mon meilleur ami, Corinne, notre comptable, elle avait 15 ans, elle était à notre mariage et tout ça. Donc, on a beaucoup de gens de notre entourage qui sont chez nous. C'est vraiment une vraie entreprise familiale et tout ça. On a du plaisir à faire ce qu'on fait. Puis on veut continuer à avoir du plaisir. Mais on va jamais arrêter. La retraite, pour nous, c'est un mot qui n'existe pas. On va essayer de profiter des enfants de temps en temps, mais sinon, on se souhaite que ça continue comme c'est parti. On n'a même pas espéré que ça soit ce que c'est aujourd'hui, donc C'est déjà du bon. on peut pas espérer plus. Je t'aime. À bientôt. Au prochain meeting, lunch, souper. Ah, c'est ça, on recommence la discussion dans 15 minutes.